C'est une Mustang de 1965, donc c'est vraiment le rêve, quoi. Décapotable, la Californie, le soleil. L'Internet est même sur les vélos ici. Je peux regarder la télé ou surfer le web. L'industrie de la high-tech crée une concentration de milliardaires qui est absolument incroyable. Je veux regarder quelqu'un dans les yeux en disant, écoutez, j'ai hâte que vous fassiez fortune. Quitte à avoir des problèmes existentiels, je préfère les avoir sur le siège arrière d'une belle voiture. Moi, j'ai fait mon premier safari il y a plus de 25 ans et j'ai réussi à avoir mon rêve, une concession où on avait l'impression d'être un peu chez soi, quoi. Notre zone représente environ 2 millions d'hectares. On a 5 camps avec 3 pistes d'atterrissage. Ils ont toujours l'impression que je suis tous leur papa. Posez-leur la question pourquoi. C'est grâce à lui que nos familles vivent. C'est grâce au grand patron, au grand-papa. J'adore cette case. C'est vrai qu'il est très très agréable de vivre ici. Vous avez cette installation qui vous rappellera certainement Tarzan. Moi, je suis vite tombé amoureux de ce bordel, dans lequel je trouve qu'il est très facile de se sentir libre. Je me considère comme beaucoup de choses, sauf comme un colon. Je crois que je vis comme on vit en Inde. À mon service personnel, on doit employer 9 personnes. Si je vivais en France avec les mêmes revenus que ce que j'ai ici, je vivrais comme un cadre moyen d'une banque. J'avais besoin de chaleur et de soleil et de lumière. La lumière me manquait à Paris. Donc j'ai quitté un petit peu le côté déprime parisienne du matin où on se lève. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne pourrais jamais quitter Bali. Quand tu as reçu ça, c'est te donner naissance. Bali, c'est certainement, définitivement un des endroits où on ressent cette magie, cette spiritualité, ce calme dont j'avais besoin. Madras, dans le sud de l'Inde. Avec ses 8 millions d'habitants, Madras est la 4e ville du pays. En plein centre, une des rares maisons qui n'ait pas été détruite pour construire des immeubles. C'est là que vit et travaille Jean-François Lesage, 33 ans. So I've been asking you to come because I need a jacket like this. Okay? So I want Paka same color, very strict, very straight, like this. And this will have 2 side pockets. Do you like pockets or you don't want pockets? No, I prefer no pockets. I prefer an inside pocket. I know this. This is a Maharaja. Yeah, I'm not a Maharaja, but I like his jacket. No, it's a Maharaja dress. Vous avez envie de ressembler à un Maharaja? Non, mais je trouve que ce sont des vestes extrêmement faciles à porter et élégantes en même temps. Et Si t'aimes pas les cravates ouais, c'est une très bonne façon à Paris de contourner la cravate tout en ayant un truc qui se tient. Ça, vous le faites faire pour Paris? Pour Paris, oui. 2 à 3 fois par an, Jean-François passe par Paris pour ses affaires. Il doit partir dans une dizaine de jours. C'est à Madras qu'il se fait faire ses vêtements. La réputation et le savoir-faire des tailleurs indiens. Le sien est l'un des plus cotés de la ville. Donc ce monsieur a travaillé pour les Anglais. You worked for the British, no? You started with the British. Yes, I was from 8 years boy. I was working here. In 8 years you started? 8 years old? When Germany has declared the war on England, at that time I start my career. Now I am 68. 60 years of. But you look very young. At school, first sentence we learn about English language is my tailor is rich. Not in India. Maybe in your foreign country, but not in India. You know, after the British has gone, completely finished. Un tailleur qui regrette le bon vieux temps des colonies, le charme désuet de l'Inde, une autre époque. Une équipe du magazine Elle Décoration a fait le déplacement depuis Paris pour venir photographier sa demeure. Avec lui sur la photo, 2 de ses associés. Malavika Rao, la jeune femme qui lui a ouvert les portes de l'Inde, et Patrick Savouré qui a vendu son restaurant parisien pour qu'il puisse démarrer ici leur entreprise. Je ne sais pas, mais j'aimerais que vous souriez un peu. Voilà. Manque sur la photo, Géraldine, le 4e associé qui tient leur bureau parisien. Moi, je suis vite tombé amoureux de ce bordel, dans lequel je trouve qu'il est très facile de se sentir libre. Et je crois que c'est ce qui me plaît en Inde,
dans ce chaos urbain, c'est que pratiquement rien n'est réglementé, donc il y a un vrai sentiment de liberté. Je suis d'une génération qui a du boom économique européen où on s'est mis à tout régulariser. Ici, on a au moins l'impression de se sentir libre. Tout n'est pas prévu d'avance et il y a encore beaucoup de suspense. Pour lui, le suspense a commencé il y a 6 ans. Il en avait 27 et venait ici avec l'intention d'y faire sa vie. C'est dans un vieil hôtel d'un quartier populaire qu'il s'était d'abord installé, un hôtel de routard. Vous aviez rêvé l'Inde? Oh oui, j'ai rêvé l'Inde très jeune. J'avais un grand-oncle qui a été ambassadeur en Afghanistan et qui a traversé l'Inde en moto dans les années 60. Et qui m'a raconté son voyage en Inde et puis ça a fait son chemin. Et puis j'aime le textile, je suis d'une famille de brodeurs et on est dans un des berceaux de la broderie. Bon, c'est ici que l'aventure a commencé? C'est ici que tout a commencé en Inde, oui. J'ai habité ici 3 mois. D'octobre à décembre, il y a 6 ans maintenant. Il n'y a aucun confort, mais le charme est vraiment là. Les gens sont adorables. C'est l'Inde, quoi. Une chambre, ici, coûtait 30 francs la nuit. Il y avait vraiment de tout. Des post-hippies formidables, une vieille anglaise très drôle écrivain, un portugais en fuite recherché au Portugal. Des voyageurs, des vrais voyageurs. Des gens qui savent voyager, des gens qui aiment voyager, qui se foutent du confort et qui ont envie de découvrir des choses différentes. Vous êtes passé du rickshaw à la voiture avec chauffeur? Je suis passé du rickshaw à la voiture avec chauffeur, oui. D'abord parce que les affaires marchent mieux. Et puis j'ai un chauffeur formidable, Amal Raj, qui est plus qu'un simple chauffeur, qui est quelqu'un qui résout les situations. Comme il rencontre tous les autres chauffeurs, il sait tout et il connaît du monde partout. Par exemple, l'autre jour, on était sans électricité parce qu'il y avait une coupure générale dans toute la ville. Il a appelé le chauffeur du directeur de l'électricité et on s'est retrouvé avec de l'électricité alors que tous les autres du quartier n'en avaient pas, uniquement parce que Amal Raj a de bonnes relations avec les gens autour. À Paris, Jean-François était commissaire-priseur. Il est né dans la soie, tout du moins dans le textile où sa famille est connue. Depuis 3 générations, ce sont les plus grands brodeurs parisiens. Jeune, il ne s'était pas passionné pour la broderie. Mais lorsqu'il est venu en Inde, c'était pour se lancer sur les traces de ses ancêtres. Aujourd'hui, il emploie 70 brodeurs. C'est votre atelier ici? C'est une partie de l'atelier, oui. Il y a 3 pièces. Une grande ici, une grande là, une plus petite ici. Et puis on travaille beaucoup dehors aussi. Qu'est-ce qu'ils font les gens là? Ils brodent. Certains brodent des échantillons, d'autres brodent des commandes. Et tout ça sont soit des bordures de rideaux, des galons à appliquer, des dessus de lit. L'échantillon qu'on voit là, qui est une assez belle technique, est la copie à l'identique de ce que l'impératrice Marie-Louise avait, je crois, à Compiègne. Ça, c'est pour les États-Unis. Et ça, c'est une tête de lit. Donc, lorsque la broderie sera terminée, ce sera tendu sur un montant en bois et ça vient se poser en tête de lit. Donc, c'est un dessin de bambou rebrodé de petits tubes d'or. Qui est votre client? C'est destiné à un comte, oui. Au comte Alexandre de Toulouse-Lautrec, qui est un bon copain et un bon client. Il aime bien les mélanges, donc un dessin de bambou un petit peu baroque, mais quand même la petite touche française. En France, on serait capable de faire ça? On est capable de le faire, mais on met longtemps à le livrer et ça coûte beaucoup plus cher. Quelle différence? À peu près 6 fois plus qu'ici. C'est-à-dire qu'en France, ça vaudrait à peu près 120 000 francs, et chez nous, ça vaudra un peu plus de 20 000 francs. Et je suis d'une famille de brodeurs parisiens. Mon père est le plus grand brodeur au monde, un gourou de la broderie. Un homme formidable qui ne m'a pas forcément soutenu au début, mais qui, je crois maintenant, est absolument enchanté qu'on ait monté ce projet avec Patrick, Géraldine et Malou. Au début, il vous a aidé? Il nous a aidés moralement, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'argent ne venait pas de lui, c'est un emprunt bancaire que j'ai fait, et puis un apport de la part de Patrick aussi. Mais c'est mon nom aussi qui aide. Il a eu la grande gentillesse, même s'il n'a pas fait exprès, de faire que je m'appelle le sage. C'est quand même un saut de qualité et de respectabilité dans notre métier. Une fois par mois, Jean-François et ses amis reçoivent dans leur maison.
Show me, show me, show me. You taste? Tu essayes? Good. Okay, let it. The more it's cooked, the better it tastes. À mon service personnel, on doit employer 9 personnes. Ce sont des pauvres. Bien sûr que ce sont des pauvres. Même en France, d'ailleurs, les femmes de ménage sont rarement riches. Mais sont des pauvres qui le sont moins maintenant. Parce que je crois que le rôle de quelqu'un qui a de l'argent, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent avec vous ou pour vous vivent mieux qu'avant. Si je vivais en France avec les mêmes revenus que ce que j'ai ici, je vivrais comme un cadre moyen d'une banque. How are you? Welcome home. How are you, sir? How are you? How are you? Please come in your house. Leur maison, car parmi leurs invités, il y a en effet les propriétaires de celle-ci. Le seigneur Jagan Moran, sa femme Kausalya et leurs 2 enfants. So you see your grandfather is there? Still there. Yes, yes. Kausalya est née ici, Kausalya qui est la femme du prince Jagan Mohan, et est née dans cette maison et a toujours vécu ici jusqu'à ce qu'on la loue. Son mari est d'une famille princière de Madurai. Ce sont des Maharajas? Non, ce sont des seigneurs terriens. Elle est une princesse, fille d'un Raja, oui. Comme partout, il faut avoir une vie sociale si on veut faire du business. Mais ce qu'il y a ce soir, ce sont des amis, des vrais amis, c'est pas social. La chance qu'on a en étant un étranger, on a tous les droits. Aucune contrainte sociale ne nous est appliquée en tant qu'étranger. Et en plus, en tant que soi-disant designer ou artiste, on peut tout faire, tout est autorisé, donc on a une liberté totale. Quand vous faites des soirées comme ça, il y a peu de Français? Il y a peu de Français parce qu'il y a peu de Français à Madras et qu'on a un certain type d'expatriés français en Inde et ailleurs qui ont, d'après moi, le défaut de ne voir que les défauts du pays qui les accueille sans s'intéresser à ce qui leur permet d'avoir une vie qu'ils n'auraient jamais en France. Donc quand on rencontre des Français qui passent leur temps à râler contre leurs chauffeurs, leurs bonnes, leurs gouvernantes, leurs jardiniers, etc., moi ça m'exaspère un peu. Je pense que les problèmes de domestiques ne sont pas un sujet de conversation passionnant de toute façon. Au centre de cette immense ville, quelques monuments ont échappé aux démolisseurs qui veulent faire de la place. En particulier le plus ancien de Madras, le Grand Temple. How are you? Happy New Year. Everything fine? C'est une lépreuse qui vit ici près du temple, enfin qui vit pas près du temple, qui vit dans un village de lépreux. Je la connais depuis 6 ans et on est devenus copains, même si on se comprend pas. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles alors qu'elle est sans doigts, sans pieds. Et c'est une jolie leçon pour ceux qui ont leurs doigts et leurs pieds. Dans les temples hindouistes, il y a 2 obligations. La première, ne pas porter de chaussures. C'est un temple important. C'est le grand temple shivaïste de Madras. Et c'est le plus ancien lieu sacré de Madras. Vous y venez fréquemment? J'y viens, oui, très souvent. Souvent en fin de semaine, d'abord parce qu'il n'y a pas de voiture, donc on peut facilement s'asseoir où on veut. Et c'est vraiment l'équivalent d'une place de village chez nous. C'est l'endroit où on peut traînailler, où les gens viennent discuter. Il y a des enfants, des vieux. C'est non seulement un lieu de culte, mais c'est en plus un lieu de rencontre. Et puis il y a une ambiance formidable. J'aime bien marcher pieds nus sur les dalles tièdes. Les gens ne se préoccupent pas de savoir si vous êtes français, anglais, américain ou chinois. C'est un vrai lieu de rencontre. C'est la vraie société indienne telle qu'elle existe. Et c'est ce qui me plaît en Inde, c'est qu'il n'y a pas forcément de coupure tranchée. On voit des gens de toute provenance. Les riches, les pauvres, les gens qui vont bien, les gens qui vont mal. Tout ce monde-là cohabite autour du temple. Autour du temple, il y a les mendiants. L'hindouisme fait une deuxième obligation à ses pratiquants, faire l'aumône. Jean-François n'est pas hindouiste, mais il pratique. Les gens sont extraordinairement dignes, sans être misérables, même dans la pauvreté. Ce sont des êtres humains fiers de ce qu'ils sont. Et il y a une élégance très forte dans tout ça, une beauté. L'Inde et ses contrastes.
En quelques instants, on passe des plus pauvres aux plus riches. Ça, c'est l'avenue Foch de Madras. C'est la rue où vivent les gens très riches et soi-disant très chics. On peut gagner très vite de l'argent en Inde? Oui, parce que l'économie est en train de changer, l'économie de marché est en train de s'installer. Ça a créé un certain nombre de nouveaux besoins et la population est tellement importante qu'un type qui vend des briquets et qui se débrouille pour les produire un tout petit peu moins cher que les autres briquets, il a 300-400 millions de clients potentiels. Le Madras Club, le plus ancien et le plus fermé de la ville. C'était un club anglais qui était strictement interdit aux Indiens jusqu'à l'indépendance. Mais les Indiens ont gardé le système des clubs anglais. Et maintenant, c'est la haute société madrassi et les expatriés qui viennent ici. Nous, on vient surtout parce que c'est beau, c'est vert et que le building est magnifique. Le Madras Club n'a que 150 membres. Jean-François et Patrick en font partie. C'est jamais très bondé, c'est pour ça qu'on aime bien d'ailleurs. C'est un club à l'anglaise. C'est un vrai club à l'anglaise et il faut porter des chaussettes. C'est obligatoire. Il n'y a rien qui oblige à se raser? Non, heureusement. Non. Il y a un barbier. Il y a un barbier. Il y a un barbier. Qui est assez intéressant. C'est vraiment un personnage incroyable. Mais on refuse d'y aller maintenant parce qu'il est devenu un peu fou. Et quand vous allez vous faire couper les cheveux, il vous rase complètement. Mais complètement, il vous laisse ça. Il fait ce qu'il veut. Et il le fait en ce moment presque à tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans le club le plus chic de Madras et pourtant il y a un syndicat communiste, ce que je trouve assez sympathique parce que ça fait un bon contrepoids au côté jet set. Non, c'est rigolo, c'est comme l'Inde, c'est tous les extrêmes. On est dans un truc anglais où sont membres des Indiens avec un syndicat communiste, les gens ne peuvent pas être virés. C'est un faux club snob. C'est plus un lieu chargé d'ambiance qu'autre chose. Thank you, Mr. Sampson. Thank you. How are you? Ok. C'est compliqué de devenir membre de ce club? Très, très compliqué. Il faut carrément faire une campagne, une campagne électorale. Il faut être manager de sa propre boîte. Il faut être ou propriétaire ou general manager d'une société et la posséder. Thank you very much, Samson. Thank you very much. Thank you, Samson. Ici, on ne montre pas d'argent? Non, l'usage d'argent est interdit dans l'enceinte du club. On signe tout. Comme on n'a pas le droit de donner de pourboire. Les pourboires sont interdits aussi. Pas de pourboire au club. Un monde à part en Inde où l'on ne refuse pas les gratifications. Mais elles ne sont pas toujours financières. Dans cette civilisation où les choses matérielles restent parfois méprisées, elles peuvent être de l'ordre du spirituel. Monsieur Patrick et moi souhaitions vous remercier pour le très beau travail que vous avez réalisé à la fin de l'année. Nous souhaitons également remercier l'Inde et ses habitants pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et afin de respecter vos traditions et celles du pays, où nous travaillons avec beaucoup de joie et nous l'espérons pour longtemps, nous avons construit un temple dédié à Vishnu et un autre dédié à Shiva. Pour remercier Dieu, pour vous remercier, et nous l'espérons continuer très longtemps avec vous. L'année dernière a été une très belle année où on a brodé en 24 000 heures un projet splendide. Pour marquer cette étape qui a été une étape très importante pour nous, on a effectivement fait construire 2 temples que nous passons aux brodeurs. Je ne suis pas colonialiste parce que pour moi être colonialiste, c'est imposer sa façon de vivre et ses idées aux autres dans un pays qui n'est pas le vôtre. Je suis un invité de l'Inde qui prend pension pour longtemps. Il est certain que je profite des fruits de mon travail, mais je pense que les gens qui travaillent avec moi en profitent aussi. Je me considère comme beaucoup de choses sauf comme un colon. Je crois que je vis comme on vit en Inde, mais je pense qu'exactement de la même manière, des Indiens qui vivent en France font un certain nombre d'efforts pour s'intégrer dans la société. Je crois que c'est normal. L'éléphant est pour les hindous l'incarnation du dieu Ganesh, le dieu qui repousse les obstacles. Dans l'imaginaire des enfants indiens,
Ganesh, c'est notre nounours, quoi. C'est un dieu sympathique avec une tête d'éléphant. Donc quand l'éléphant vous pose sa trompe sur la tête, il est censé transmettre un peu de sa force. C'est exactement le même principe qu'on avait en Europe, la confrérie des bouchers, la confrérie des tailleurs, la confrérie des orfèvres. Les confréries étaient placées sous la protection d'une sainte ou d'un saint, faisaient construire des chapelles, etc., etc. C'est exactement le même esprit qui continue. Sauf qu'ici, c'est toujours vivant et toujours vrai. Vous avez l'impression de vivre dans un autre siècle? Lorsqu'on fabrique des broderies 18e au début du 21e siècle au fin fond de l'Inde pour le marché américain, je crois qu'on est un peu dans toutes les époques en même temps. Oui. C'est de la délocalisation. En donnant du travail ici, vous en enlevez aux Français. Je trouve que c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. D'abord parce que l'artisanat, pour moi, n'a pas de frontières. La porcelaine a été inventée en Chine, la broderie en Perse. Les imprimés français sont indiens. Tous les petits motifs provençaux sont des motifs indiens à l'origine. Qu'on ne proteste pas contre la délocalisation. Si on sait faire des choses comme ça aujourd'hui, c'est grâce aux Indiens. Donc je suis ravi de refaire des indiennes aujourd'hui en Inde. Retour aux sources. C'est le jour de la paye? C'est le jour de la paye, oui. Ils sont salariés au mois, ce qui est assez rare en Inde, puisqu'en matière d'artisanat, les gens d'habitude travaillent à la tâche ou à la journée. Il est rarissime de trouver des ouvriers employés de façon mensuelle et qui en plus touchent l'équivalent, puisqu'il y a en Inde une sécurité sociale et un fonds de retraite, ils ont les deux, ce qui n'existe pas d'habitude. Quand je vois le grand sourire de mes brodeurs et le nombre de brodeurs qui attendent à la porte tous les jours pour travailler chez nous, je pense qu'ils y trouvent tout à fait leur compte aussi. Puisqu'on paye à peu près 2 à 3 fois mieux que des ateliers indiens en Inde. Un brodeur débutant est payé 3 500 roupies, 800 francs par mois. Un ouvrier confirmé peut gagner jusqu'à 3 500 francs avec les heures supplémentaires. Ça, c'est la partie 21e siècle de l'entreprise. Alors comme cet échantillon là que les brodeurs viennent juste de terminer, on me l'a monté il y a 3 minutes. Ça y est, je viens de finir de le scanner. Je vais l'envoyer tout de suite au client et avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir commencer la production dans l'après-midi. Si tous les détails lui vont, les couleurs lui vont, il va me renvoyer un petit email pour me dire c'est OK. Et moi, je redescends dire au fil en bas et au brodeur. On y va, puis la production est lancée. Le dimanche, les brodeurs sont de repos, mais pas le chauffeur. Good morning, Amaraj. Bye, Gopal. On va aller voir 2-3 terrains qu'on a repérés parce qu'on souhaiterait acquérir un beau terrain à la campagne, si possible près d'une rivière ou près de l'eau parce que c'est ce qui manque le plus à Madras. C'est surtout parce que les villes vont devenir horriblement polluées et qu'on a besoin d'un endroit de nos rêves où on peut se reposer, être bien et rester longtemps puisque les villes risquent vraiment de devenir énormes en Inde. Le 11 mai dernier, la population de l'Inde a officiellement franchi le cap du milliard d'individus. Mais dans les campagnes du sud du pays, on a parfois l'impression de pouvoir échapper au grouillement. Comme ici, à 3 heures de route au sud de Madras. Ah, ரொம்ப nice house. C'est génial. Hein. Ouais. Il y a du boulot, mais c'est vachement bien. C'est la maison de vos rêves? Oh, c'est une très très jolie maison tamoule et je pense que si on pouvait l'obtenir, et l'endroit est génial aussi parce qu'on est au milieu des arbres, près de la rivière, près de la mer, au calme, il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas... Faut faire sauter le pylône. Là tu peux faire un super jardin. Faut pas changer grand chose en fait, c'est beau comme ça. Les travaux, vous savez combien ça coûterait? 80 000 francs. Donc on peut avoir une maison somptueuse? Somptueuse, je ne sais pas, mais très agréable, oui. Pour 500 000 francs, tout mis bout à bout. La mer est juste derrière la dune, là. Ce qui est joli, c'est que la mer et la rivière se rejoignent en un estuaire. Donc il y a vraiment des paysages qui changent toute l'année, selon le niveau de la rivière, selon la force de la mer, etc. C'est relativement austère, mais en même temps, ça reste très doux. C'est pas...
pas des cocotiers artificiels, tout est vrai. Son départ pour Paris est prévu pour le surlendemain, dernier essayage. Bon, c'est joli, autant s'en servir. Le costume local serait monstrueux, je suis pas certain que je le porterais, mais j'aime beaucoup leur... Je trouve que ça a une certaine sobriété, mais en même temps, il y a une richesse des matières et des coloris qui est quand même très agréable. Do you have an average idea of how much the jacket will cost? Yes. Can you tell me? I charge 1,650. 1,650 rupees, ok. 1650 roupies, ça fait 230 francs à peu près pour fabriquer la veste. La même chose à Paris? Sur mesure, au minimum 5000. Ça, c'est un des avantages de l'Inde. Rue Saint-Honoré. C'est là que Jean-François Lesage a installé son bureau parisien. Oui, donc 4 voyages à Paris par an, ça oui, va même un très peu bien, plus. etc. Mais ce que j'essaie de faire maintenant, c'est des voyages plus courts. C'est ça que tu voulais, non? Mais à ta taille? C'est exactement, oui, à ma taille. Exactement, avec la couleur un peu comme ça. Naturelle, oui. Celle que tu avais quand je t'ai vu à Madras. Vous allez pouvoir la porter, Jean-François, à Paris? Je ne crois pas, non. Le climat est contre nous. Et non, je la regarderai à Paris et je la reporterai en Inde, je pense. Voilà, donc on vous a préparé... Ah, surprise. Votre tête de lit. Maintenant, il faut que le tapissier la monte. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un cadeau pour ma femme, ma future femme d'ailleurs. C'est absolument superbe, c'est son métier. C'est bien, c'est bien. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et vous voulez que les ongles soient à peine rehaussés avec une ombre, c'est ce qu'on a fait. Superbe. J'ai déjà demandé à ma femme de m'épouser, enfin ma future femme de m'épouser, mais quand elle arrivera bientôt, je lui aurais dit, ma chérie, tiens, voilà, t'as la plus belle broderie du monde qui est sur ton lit, sur ton nouveau lit, et ben, elle aura ça. Il n'y a pas à tortiller, quand c'est beau, c'est beau. No comment. No comment, sauf magnifique. Jean-Louis Laborde, 53 ans. Il a fait fortune dans le commerce des déchets à la fin des années 80. Depuis, il s'adonne à ses passions, le vin, l'Afrique et la chasse. Pour l'Afrique et la chasse, il est comblé. Il dispose de l'une des plus grandes réserves du continent. C'est ma maison secondaire, ma maison de campagne. Une maison de campagne dans laquelle on ne se rend pas pour un simple week-end. 6 heures de Boeing de Paris à Bangui, puis 1h30 dans ce petit avion pour y parvenir. Il fait toujours un passage au-dessus de la piste pour annoncer son arrivée et laisser le temps au comité d'accueil de se mettre en place. Tous les pisteurs devant ici. Une campagne avec beaucoup de personnel, 400 employés, sous la baguette d'un chef d'orchestre, Emmanuel de Wouters, un baron belge. Panika, Moussa, Sandy, prenez vos équipes. Monsieur et Madame Laborde y font plusieurs longs séjours chaque année. Un de plus, on est sauvés, ça va. Coupez-moi bien, bien. Salut, Jen, c'est Madame Laborde. Elle est d'origine suisse. Plaisir de te voir. Moi aussi. Salut Eric, ça va bien? Ça va. Ah, attends. Putain, dis donc. Le Boeing, c'est plus grand. Salut Jean-Louis. Salut Manu, ça va bien? Plaisir de te voir, très bien. En forme? Très grande forme. Mais ça va, ben dis donc, il fait un peu chaud, dis donc. Hein. Ben j'espère. Alors, viens que je te présente. Ben, tu connais tout le monde. Ouais, principe. Toutes les voitures d'ici sont en ordre et en route. Sur les enfants. Joseph? Ça va, Joseph? Ça va, patron. Tout va bien? Tout va bien. Puis la dernière fois au téléphone? La seule chose, Attends. Ok. Ah ben oui, mais ça, écoutez, moi, si vous n'avez pas assez du téléphone et de la radio,
Et on t'a mis les lunettes contre les mouches, toi? Non, pas contre les mouches. T'es béret rouge ou t'es béret vert? Non, béret vert, parce que je n'ai pas été prévenu. Ben, vraiment, je ne devais pas être... C'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes bien. L'essentiel, c'est d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir tous en bonne santé. Salut, grand-Pierre, ça va? Ça va. Alors, à la Charles Lewis. Il connaît tout le monde? Oui, bien sûr, oui, oui. Ça fait longtemps qu'ils sont là, on chasse avec eux, on se promène avec eux. C'est un peu... Il l'appelle papa, d'ailleurs. Et il se considère comme ses fils. Décontracte-toi, même quand ton patron est là. Hein. T'es content de me voir quand même? T'es content de vous voir. Bon. T'as été faire un tour au secteur 26? T'as vu des traces? T'as vu des éléphants? Il y en a beaucoup. Il n'y a pas trop de traces de braconniers? Non. Et est-ce que les équipes fonctionnent bien, Noël? Si c'était un rectangle, la campagne des Laborde ferait 200 km de long sur 100 de large. Jean-Louis Laborde n'en est pas propriétaire. Il en a obtenu de l'État centrafricain la concession pour 30 ans, renouvelable. Il y reçoit des chasseurs fortunés et comme dans toutes les maisons de campagne, il y a toujours des problèmes à régler. Je veux les litres d'essence. Qui gère les litres d'essence? C'est toi, samedi? Oui. Tu pourras me dire aujourd'hui... Combien tu as livré sur chaque... Voilà, ça m'intéresse. Hein? Okay, ça m'intéresse. Moi, de toute façon, au-dessus de 300 litres, je déduis des salaires. C'est pas compliqué. Madame Laborde ne regrette pas les vertes montagnes helvétiques. Elle a adopté l'Afrique. Jen, son prénom, l'y prédestinait sans doute. J'adore cette case. C'est vrai qu'il est très, très agréable de vivre ici. C'est les grandes vacances, les grands relax. Alors là, sur le lit, vous avez cette installation qui vous rappellera certainement Tarzan. Et là, ça c'est fabuleux. Cette fausse queue de panthère, ça sert à allumer la lumière, le néon solaire. Donc ça c'est très très pratique la nuit parce qu'en fait la nuit évidemment il n'y a plus de lumière nulle part. Le groupe électrogène ne marche pas, donc nous dépendons de ça si on veut se lever. Et là je vais vous montrer la salle de bain. Donc au fin fond d'Afrique, c'est quand même exceptionnel. Et là vous allez me demander pourquoi tous ces produits dehors, ben, je peux vous dire. Normalement, ils devraient être rangés, bien entendu, joliment cachés. Mais ici, en brousse, on ne met jamais... Enfin, moi, personnellement, je ne mets jamais la main sur quelque chose parce qu'il m'est arrivé d'avoir des charges d'araignées. Donc, maintenant, tout est à la surface, comme ça, je vois où je mets la main. Moi, j'ai fait mon premier safari en 75, il y a plus de 25 ans. C'est mon père qui m'a amené. J'avais 27 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et depuis, ben, j'y ai pris goût. J'ai réussi à avoir mon rêve, une concession, où on avait l'impression d'être un peu chez soi. Et notre zone de protection de chasse se trouve sur ses limites. Elle représente environ 2 millions d'hectares. Sur ces 2 millions d'hectares, on a 5 camps avec 3 pistes d'atterrissage. Les éléphants ont été poussés, commencent à rentrer sur la zone. Tu penses qu'ils ont été poussés de là ou ils ont été poussés par là pour les reconcentrer sur le triangle? Le plus important des problèmes de la campagne de Jean-Louis Laborde, c'est le braconnage, les tueurs d'éléphants. Trafiquants d'ivoire. Non, il n'y a pas trop d'éléphants, mais je veux dire, ça sort. Mais il les concentre ici, non? Ils ont l'air de vouloir les... Ce qu'on sait, parce qu'on a retrouvé un éléphant mort ici. Si loin, avec son petit. Entre Kagaele et Yamba. Entre Yamba et Kagaele. Ils ont retrouvé ce matin, on a su par Florent, qu'ils ont retrouvé entre Kagaele et Bamingui un autre éléphant. Ah, quand même. Donc ça veut dire que ça rayonne dans ce coin-là. Et le plus gros des éléphants morts se retrouvait ici. Actuellement, ils prennent que les ivoires en laissant la viande, ce qu'on n'a jamais vu. Puisqu'avant, ils prenaient la viande. C'est un marché parallèle. C'est une nouvelle filière, ça. Une nouvelle filière sur l'ivoire, tout simplement. 400 km au nord des limites de la réserve de chasse, le parc national de Dzanga. Chaque fois qu'ils viennent en Afrique, monsieur et madame Laborde rendent visite à leur voisine, Andrea Turcalo. Ça va bien, en forme? Ça va bien? Alors? Cette Américaine est venue en visite il y a 20 ans. Elle est tombée amoureuse des éléphants. Elle n'est plus repartie. Hier, c'était la catastrophe. Ils m'ont dit qu'il faisait très très chaud. 32, les éléphants se portent bien, très bien. Mieux qu'en savane. Oui. Tu sais qu'on a beaucoup de soucis, hein, on va te raconter. Il y a toujours les Soudanais. Putain, on a été braqués il y a 2-3 jours. Ici, la forêt est dense. Les braconniers s'aventurent moins. Les éléphants sont moins vulnérables que dans la savane. Parce que tu sais, en 2 ans, il faut tous les efforts de 10 ans vont être mis en l'air. Parce que quelques années, ça va mieux. C'est l'ivoire, c'est pas la viande. Ils tuent, ils prennent des petites, même pas des trucs de 25 kilos. Les éléphants de sa réserve, Andrea Turcalo en a répertorié 2600. Elle les connaît et reconnaît tous.
Ils ont chacun un nom? Oui. Il s'appelle comment, cela? Le petit là, dans le trou, le petit mâle, il s'appelle Jackie. Je connais bien sa mère aussi. Elle n'est pas là. Il y a du braconnage dans le coin, là? Oui, mais c'est un peu difficile de détecter en forêt parce qu'il y a trop de végétation. C'est pas comme le savane. Ici, c'est difficile de trouver des carcasses. Même pour faire les patrouilles, c'est très difficile. Parce qu'il faut faire tout à pied. Qu'est-ce que vous pensez des chasseurs? Moi, je ne suis pas contre la chasse. Si les choses sont bien gérées rationnellement, je n'ai pas de problème. Je comprends la chasse. Les chasseurs qui ont le droit de tirer sont les Occidentaux qui payent. Bien entendu, même pour cela, les éléphants sont interdits. La réserve de Jean-Louis Laborde vit de la chasse. D'après lui, un chiffre d'affaires de 4,5 millions de francs couvrirait les frais et les salaires des employés. Eh bien, on a une clientèle soit européenne, soit américaine, de grands chasseurs qui ont parcouru le monde entier pour tout type d'espèces à chasser. Combien ça coûte à un chasseur de venir chasser chez vous? Je réponds pas. Quel est le prix demandé pour une chasse? Combien ça coûte une chasse? Je réponds pas. 15 jours de chasse coûtent 150 000 francs. On a créé 4000 km de pistes en 10 ans. Vous êtes le roi de la savane, là? Je sais pas si on est le roi, mais en tous les cas, on est bien. Si on pouvait rester la moitié de l'année, ça serait parfait. C'est une forme de paradis, parce que c'est un grand plaisir, c'est un grand rêve. Bon, certes, avec une foule de petits soucis qu'il faut régler, mais bon, c'est pas un drame, hein. Je veux dire, c'est tellement extraordinaire de se trouver ici en l'an 2000, où tu peux rêver, où tu peux approcher des animaux. Bon. C'est une vie de seigneur, si vous voulez. On peut dire que c'est une vie de seigneur dans la... Seigneur, ça veut dire, pour moi, c'est pas l'esprit conquête, c'est pas l'esprit... ça serait plutôt l'esprit protecteur et l'esprit de se trouver bien. Moi, ce que j'essaye de protéger, c'est la faune pour laisser quelque chose. Parce que c'est sûr que si j'avais pas été là, tout serait envahi et il n'y aurait plus rien.